nous, on tire un signal d'alarme, et depuis longtemps, sur la PHP, parce qu'ils sont en train de la massacrer de l'intérieur, de l'extérieur, parce qu'on a un statut fort, on a beaucoup de métiers qui sont reconnus, avec des masses importantes. Vous imaginez quand même, on a 18 000 aides-soignants, 16 000 infirmières, donc vous imaginez bien que tous sous le même statut, donc c'est des gens qui sont quand même dans la mission de service public, donc ils essayent de nous attaquer dans tous les bouts. Et Bichat-Beaujon font les frais d'une restructuration. J'ai entendu, les camarades m'ont expliqué que l'hôpital Beaujon avait de nombreux services de pointe, mais notamment un grand service d'addictologie. Eh bien, je pense que le gouvernement ferait bien de faire un petit tour à Beaujon et d'y passer un petit moment pour pouvoir décrocher enfin de l'usage du 49.3, parce que vraiment, là, maintenant, c'est une drogue à accoutumance, c'est une drogue dure. Et donc il faut inviter le gouvernement à pouvoir s'installer à Beaujon pour que enfin on leur permette de décrocher et de retrouver le chemin de la démocratie pour nous laisser la parole. Je suis avant tout un personnel soignant et je pense que si plus de politiques étaient toujours au boulot, ça les aiderait à comprendre la vraie vie. Hein, et en particulier à la dégradation des services publics. Parce que vous voyez, moi j'ai des collègues politiques, ils m'appellent pourquoi ? Pour avoir des passe-droits, pour ne pas attendre aux urgences, et pour avoir un rendez-vous. Donc voilà où on en est aujourd'hui quand même. Donc il y a une difficulté politique dans ce pays. Devrions-nous nous résigner à accepter la diminution des capacités d'accès aux urgences dans cet hôpital Nord, 111 000 passages prévus, alors qu'actuellement nos deux services, Bichat et Beaujon, d'urgence reçoivent 118 000 personnes annuellement. Parmi nos revendications, nous proposons une alternative à ce projet destructeur et dangereux pour la population. Nos deux hôpitaux, Beaujon et Bichat, sont en capacité, après amélioration, modernisation et maintien sur les villes de Clichy et Paris, de répondre à la totalité des besoins de santé des populations en proximité de ces deux hôpitaux. Pour cela, nous exigeons l'arrêt total du projet Hôpital Nord, l'arrêt des fermetures de lits sur nos deux hôpitaux et la réouverture de tous les lits fermés, la rénovation et le maintien sur site de nos hôpitaux, des centaines d'offres d'emploi pour la jeunesse de nos quartiers. De l'argent, il en existe pour réinvestir dans la santé publique de ce pays. La loi de programmation militaire, votée en août dernier, c'est une dépense de 400 milliards d'euros sur 7 ans. Il y aurait plus d'argent pour la mort et pas pour la vie dans ce pays. Les exonérations de cotisations patronales et contributions à la sécurité sociale pour les entreprises entre 2019 et 2022 cumulées s'élèvent à 278 milliards d'euros. Et rien que pour l'année 2023, elles atteindraient environ 75 milliards d'euros. L'État pourrait largement financer la rénovation et le maintien de nos hôpitaux et pourrait même financer la construction d'un établissement supplémentaire qui permettrait d'apporter une offre complémentaire à Beaujon et Bichat. Ne nous laissons pas déposséder de notre bien commun, refusons, résistons et exigeons la rupture avec ce système qui veut la disparition de l'offre de soins publics dans ce pays, ensemble tous unis dans la lutte jusqu'au retrait total du projet. Sur le combat emblématique de Bichat-Beaujon, je pense, et qui d'ailleurs transpire dans le médico-social, puisque si la plus grosse structure hospitalière d'Île-de-France, qui pèse 60% d'hospitalisation, est menacée, et notamment deux gros bastions comme Bichat-Beaujon, c'est bien que derrière, c'est le service public qui est attaqué, et comme on le dit souvent, c'est qu'effectivement, le marché, il doit s'ouvrir. Ils l'ont ouvert à la concurrence sur l'énergie et ailleurs. Alors la santé, ils n'arrivent pas à l'ouvrir. Parce qu'on est là, on répond à la population, on l'a répondu dans la pandémie et ainsi de suite. Donc ils ne peuvent pas nous enlever cette part de marché. Donc ils utilisent les instruments qu'ils ont, c'est-à-dire la casse des hôpitaux directement et la suppression d'hôpitaux entiers et de lits pour tout simplement ouvrir ces parts de marché. Et en Ile-de-France, ils se donnent du mal parce que la PHP, de par son volume, occupe la place et ses missions de service public. Donc il est important. Nous, on tire un signal d'alarme, et depuis longtemps, sur la PHP, parce qu'ils sont en train de la massacrer de l'intérieur, de l'extérieur, parce qu'on a un statut fort, on a beaucoup de métiers qui sont reconnus, avec des masses importantes. Imaginez quand même, on a 18 000 aides-soignants, 16 000 infirmières, donc vous imaginez bien que tous sous le même statut, donc c'est des gens qui sont quand même dans la mission de service public, donc ils essayent de nous attaquer dans tous les bouts.
Et Bichat-Beaujon font les frais d'une restructuration donc, qui a été décrite par Paul. Mais il faut savoir qu'ils s'attaquent partout à l'offre de soins publics, à la PHP. Je vais vous faire la liste, qui est quand même énorme, sur les menaces de fermeture d'établissements à la PHP, en Ile-de-France. Il y a donc Bichat-Beaujon, Jean Verdier dans le 93, l'hôpital emblématique de l'Hôtel-Dieu, en plein cœur de Paris. Vous imaginez qu'ils ont fermé cet hôpital, mais on a résisté, il est encore là. Et on va communiquer fortement, nous, parce que fermer l'Hôtel-Dieu, alors qu'on fait les Jeux Olympiques et l'inauguration sur la Seine, avec aucun hôpital et aucune urgence à proximité, vous imaginez s'il peut se passer. Et d'ailleurs, l'Hôtel-Dieu a fait la démonstration que la proximité est importante quand il y a eu des problèmes de déraillement ou par exemple d'attentats dans le cœur de Paris. Donc la proximité, c'est important. Donc l'Hôtel-Dieu est menacé, est menacé depuis des années, mais on est toujours là. Et emblématiquement, ils n'ont pas réussi à le transformer en ce qu'ils aimeraient, c'est-à-dire le vendre au carrément aux spéculateurs pour en faire un hôtel. Et donc c'est un hôtel hospitalier à l'heure actuelle, public. Il y a la gériatrie fortement menacée. On a l'hôpital Broca et la collégiale qui sont menacés de fermeture progressivement. C'est-à-dire que la collégiale, ils ont fermé la veille de l'été par manque de personnel. Et maintenant, c'est l'hôpital Broca qui était affilié à cet hôpital qui est menacé. D'ailleurs, on appelle déjà le 24, excusez-moi, je suis le roi pour les dates. Le 24 octobre devant le ministère par rapport à Broca et nous par rapport à la gériatrie parce qu'il y a menace sur la gériatrie. Il y a l'hôpital Raymond Poincaré, hôpital d'excellence dans la traumato et le handicap qui est menacé dans le 92, pas loin d'ici, de fermeture pour être soi-disant transféré dans un hôpital. Mais on sait très bien que les transferts et fusions, c'est perte de centaines de lits et de milliers d'emplois. Donc les batailles telles que celles-là sont emblématiques. C'est bien qu'aujourd'hui qu'on soit là, il va falloir qu'on continue. Et même si symboliquement on a créé un comité de défense de l'hôpital de la science publique, il va falloir qu'on le développe et qu'on voie à faire en sorte que la population soit avertie de ce qui se passe. Et je pense que d'être à l'intérieur de l'hôpital, comme il faut saluer toutes les équipes qui se battent contre ces fermetures parce que c'est pas évident, et notamment dans la région parisienne. Excusez-moi, mais je vais faire un peu mais il est plus dur de se battre dans Paris pour la maintien d'un hôpital que de se battre en province, parce qu'en province c'est le bassin de vie, c'est le bassin familial, c'est le bassin d'emploi, tandis qu'ici, par exemple, il est dur par exemple de se battre à Bichat ici, parce que les salariés ils habitent à 1h30 dans la banlieue d'ici, donc c'est toujours plus dur de se battre. Donc il faut aussi prendre cette dimension qu'on a besoin dans Paris de la bataille de toutes les structures, et je remercie l'UD du 92 comme l'UD du 75 par exemple, qui se bat sur l'hôpital Nord. Il faut qu'on arrive à bouger les usagers sur l'avenir de l'hôpital public, et c'est pour ça que la bataille sur la Sécu me semble important, parce que le financement de l'hôpital public, c'est la Sécu. Voilà, je ne serai pas plus long, je vais m'arrêter parce que sinon vous me connaissez. Voilà, et puis continuons le combat, lâchons rien, l'hôpital n'est pas une entreprise, l'assistance publique n'est pas à vendre, et on sera tous ensemble et on continuera à résister. Beaujon-Bichat, les hôpitaux publics sont notre bien commun pour la santé, la recherche et les techniques de pointe. Nous devons continuer à nous battre pour que des moyens supplémentaires, tant humains que matériels, soient alloués. Depuis 2013, de nombreuses actions ont lieu avec les hospitaliers et la population pour la sauvegarde de notre hôpital. Si ce projet se concrétise, c'est 400 lits supprimés et la disparition de plus de 1000 postes. La population augmente dans notre département, notamment dans le Nord. C'est pourquoi il est impératif de maintenir l'hôpital Beaujon sur Clichy, afin d'assurer une proximité, une qualité de soins essentielle à la population. Conserver une maternité, un service d'urgence, ainsi que tous les services existants à Clichy. Permettre aux habitantes et habitants de Clichy et des alentours de bénéficier d'un accès aux soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Continuer à répondre aux besoins de la population. Alors oui, en effet, le 10 juillet dernier, nous avons obtenu la nullité de la déclaration d'utilité publique du futur hôpital Nord par le tribunal administratif de Montreuil. C'est une première victoire, certes, mais il nous faut continuer à nous mobiliser, car la PHP et l'État feront appel de cette décision dans les 6 mois à venir. La fermeture de notre hôpital, c'est la suppression de plusieurs centaines de lits d'hospitalisation en médecine, chirurgie, obstétrique, ainsi que la disparition complète de la capacité de notre maternité, soit 1500 accouchements annuels. Et ça, c'est un vrai scandale. C'est pourtant bien de ces lits d'hospitalisation classiques qui manquent cruellement aujourd'hui. À l'hôpital Beaujon, comme à l'hôpital Bichat,
pour hospitaliser les patients des urgences, qui, faute de lits disponibles, écoutez bien, restent plusieurs jours sur des brancards. Nos deux hôpitaux Beaujon et Bichat sont en capacité de répondre à la totalité des besoins de santé des populations en proximité, à condition d'arrêter de fermer des lits et de les rouvrir sur ces deux hôpitaux. La CGT des Hauts-de-Seine, l'intersyndicale des hôpitaux Bichat-Beaujon, le comité de défense Bichat-Beaujon exige l'arrêt total du projet Hôpital Nord, le maintien sur site des deux hôpitaux, la réouverture de tous les lits fermés, la création de postes sous statut. Les 1,3 milliard d'euros qui devraient être engagés dans la construction de l'Hôpital Nord doivent permettre de répondre positivement à nos revendications. Donc, vous l'aurez compris, vous toutes et tous ici présents, la lutte continuera jusqu'au retrait du projet. Nous, on porte l'idée qu'il faut absolument arrêter Parcoursup, qui a un réel problème en tout cas pour pouvoir permettre à nos salariés, à nos métiers de pouvoir se former dans des conditions dignes, et aussi de permettre à nos étudiants d'être rémunérés. Et nous demandons la rémunération en tout cas des étudiants dans nos professions. On ne peut pas étudier pendant 10 ans ou pendant 4 ou 5 ans sans que derrière il n'y a pas une aide concrète qui est apportée, d'autant plus que la plupart de nos professionnels maintenant qui sont en formation ne tiennent jamais le cursus jusqu'au bout, tellement c'est dur, et parce que ces professionnels, quand ils se retrouvent en stage dans les établissements, ils sont en incapacité de pouvoir être formés dans des conditions dignes. Ensuite, il y a aussi la question d'un emploi, d'un grand plan d'emploi de formation professionnelle. Nous avons à plusieurs reprises interpellé ce gouvernement pour son manque, en tout cas sur son ambition de former des professionnels. Aujourd'hui, il fait le constat, mais qu'a-t-il fait pendant 20 ans? Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut une gestion prévisionnelle des métiers et des emplois dans notre pays sur 30 ans. Parce que nos professions ont besoin d'études longues. Et donc, il faut qu'on se projette. Et c'est 400 000 emplois qu'il faut, à minima, immédiatement pour pouvoir répondre. Mais encore faut-il avoir les moyens financiers pour les former. Il faut aussi s'occuper des salaires à l'intérieur de nos établissements. On ne peut pas voir tous les jours des professionnels qui quittent l'hôpital parce qu'ils sont maltraités et mal payés. Donc la question salariale est une question importante, et surtout dans un contexte d'inflation. Il n'est pas normal que nos professionnels qui sont hautement féminisés sont mal considérés, alors que pour le même niveau de qualification, dans d'autres secteurs, ils sont payés le double parfois. Ce n'est pas possible. Et c'est des métiers en plus vitaux en tout cas pour la société et pour le bien-être en tout cas de la population. Ensuite, il y a aussi la question de financement en tout cas de notre secteur, et le camarade l'a développé. Aujourd'hui, le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024 va être un outil de nouveau de destruction et d'économie. C'est inacceptable. Si on veut justement que notre système se développe, c'est des milliards qu'il faut injecter, et ces milliards, on peut les avoir parce qu'il y a des choix politiques qui ont été portés par ce gouvernement pour donner, en tout cas, à certains pans de l'économie et à certains ministères, comme le ministère de la Défense, ou par des exonérations de charges sociales sur le grand patronat. Si ces choix politiques auraient été différents, ces milliards pourraient revenir à la santé. À l'époque, dans le cadre du Ségur de la santé, nous avons chiffré notre ambition CGT, et il nous faudrait 59 milliards pour augmenter les salaires, pour pouvoir répondre au déficit des hôpitaux. Mais on va dire qu'avec 100 milliards déjà, on serait bien lotis. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'il faut parler, du financement. Il faut interpeller les parlementaires pour qu'ils ne votent pas ce projet de loi, en sachant que déjà le gouvernement prépare un 49.3, ce qui serait encore une humiliation et un mépris supplémentaire pour les professionnels, parce que débattre du projet de loi de financement de la sécurité sociale aujourd'hui dans un contexte qu'on connaît, avec un gouvernement qui le passerait en force, ça serait une déclaration de guerre supplémentaire. Voilà. Je voudrais dire aussi que dans un pays où on maltraite la population de la naissance jusqu'à la mort, c'est un pays qui est en train de décliner et qui ne prend plus en considération, en tout cas sa population, mais non plus les professionnels qui travaillent et qui aujourd'hui sont épuisés et qui n'en peuvent plus et qui se sentent méprisés et pas entendus. Donc le 13 octobre, nous avons une journée de mobilisation, et notamment la question des services publics est mise à l'ordre du jour. Il faut qu'on s'empare de cette journée massivement
Et dans notre secteur, nous allons multiplier les luttes parce que nous ne pouvons pas continuer à travailler comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à traiter la population comme ça. Alors aujourd'hui c'est toute la CGT qui est avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de rendre plus visibles encore les luttes dans le secteur de la santé. Il y a besoin de les rendre plus visibles pour déjouer les mensonges du gouvernement qui nous explique que depuis le Covid, il a changé de braquet et qu'il a mis fin aux fermetures de lits. Or, on le sait, depuis le Covid, les restructurations, les fermetures, elles continuent comme ici où la fusion et le déménagement de l'hôpital Beaujon se traduirait par au moins 400 lits supprimés, voire plus, parce qu'on soupçonne que ça soit encore plus. Les fermetures de lits, elles continuent et elles atteignent depuis le Covid 3000 lits qui ont été supprimés depuis le Covid. Deuxième mensonge du gouvernement, c'est de nous expliquer que s'il ne peut pas recruter, c'est parce qu'il n'y a pas de personnel, ça n'est pas sa faute, que lui, il ne fait pas exprès, et d'ailleurs il a mis fin au numerus clausus. Le numerus clausus, il n'y a pas mis fin, il a juste changé le nom, maintenant ça s'appelle plus numerus clausus, mais ça s'appelle Parcoursup, et ça continue avec des milliers de jeunes qui sont découragés, qui ne peuvent pas entreprendre des études de santé, alors que les études de santé, c'est parmi les sujets qui passionnent le plus les jeunes, qu'on décourage et qu'on empêche de poursuivre leurs études. Aujourd'hui, c'est toute la CGT qui est avec vous parce que votre lutte, elle est d'intérêt général. Elle est d'intérêt général parce que la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux dans sa vie. C'est pas pour rien que le 1er janvier, on se dit bonne année, bonne santé. Et donc s'il y a une chose qu'on souhaite aux gens, c'est une bonne santé. Parce que l'état de santé des populations, c'est un peu l'indicateur de bien-être d'une société. Et ce qui est scandaleux dans la situation que l'on vit, c'est qu'aujourd'hui, l'indicateur qui est scruté par tous les gouvernements du monde, c'est le PIB, c'est l'indice de croissance, mais ce n'est pas la situation dans les hôpitaux, dans les crèches et dans les EHPAD. Or, s'il y a un indicateur qui dit la situation dans laquelle se trouve notre société, c'est la situation des hôpitaux, des crèches et des EHPAD. Et le signal d'alarme que vous tirez depuis des années, la situation encore plus catastrophique qui a été celle de cet été, et à chaque fois on se dit on ne peut pas aller plus loin, et à chaque fois ça se dégrade toujours plus, donc c'est grave, et cet été il y a déjà eu 400 morts supplémentaires du fait de la canicule, et notamment du fait des fermetures des services d'urgence. Cette situation, elle démontre que notre société, elle va mal, elle va très mal, et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler pour pouvoir remonter la pente. Votre mobilisation, elle est d'intérêt général parce que c'est une mobilisation pour le service public, pour l'égal accès à la santé, et parce qu'on sait que, évidemment, ils veulent fermer les hôpitaux pour faire des économies, mais ils veulent aussi et surtout fermer les hôpitaux pour ouvrir un boulevard au secteur privé lucratif. Parce que le capital ne se trompe pas, avec le vieillissement de la population, il a bien identifié qu'il y avait un nouveau secteur pour spéculer et pour gagner de l'argent. Ils appellent ça d'ailleurs la silver economy, donc je pense qu'on voit bien de quoi il s'agit. Et il s'agit de spéculer sur notre santé, sur la prise en charge de nos proches. Et là-dessus, il faut aussi démonter un nouveau mensonge du gouvernement. Non, les choses n'ont pas changé depuis le scandale d'Orpea. Enfin, la seule chose qui a changé, et bravo camarades, c'est que maintenant la CGT est majoritaire à Orpea. Et donc, maintenant, la CGT, elle va pouvoir se battre au sein d'Orpea pour dénoncer les malversations financières et dénoncer le détournement de l'argent des familles et la maltraitance institutionnelle organisée. Sauf que la CGT, elle est organisée, elle est puissante, mais elle ne peut pas tout faire. Et il y a un moment besoin que les politiques prennent leurs responsabilités sur le détournement d'argent public qui est organisé par le secteur privé lucratif. Et on le sait, la CGT l'a dit dès le début, Orpea, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière Orpea, il y a les Corians, il y a les Emera. Donc Emera, dans le département, vous commencez à connaître et vous allez connaître encore plus avec un nouveau scandale qui est en train de sortir à Emera avec des dizaines de familles qui témoignent et qui portent plainte contre la maltraitance que nous voyons et que nous dénonçons au quotidien, puisque ce sont les soignantes et soignants d'Emera qui disent ce qu'on leur ordonne de faire et ce qu'on les empêche de faire, et donc qui dénoncent ce scandale. Ces scandales vont continuer. Il y a le scandale dans les crèches privées, il y a le scandale dans les cliniques privées, dans les centres médicaux privés. On a entendu parler des scandales dans les centres dentaires où on fait de la surfacturation pour s'engraisser sur la sécu. Ça va continuer, et donc la solution de la CGT, elle est simple, et c'est la seule solution efficace, c'est d'exclure le secteur privé lucratif du financement public. Non, on ne peut pas prendre
en charge nos proches et les soigner si on a pour objectif, pour finalité sociale, pour finalité juridique, hein, je rappelle que c'est dans leur statut même, c'est écrit dans le droit des affaires, de maximiser le profit pour les actionnaires et de leur distribuer des dividendes. C'est contradictoire avec le fait de prendre soin de nos proches et de prendre en charge notre santé. Il faut être clair et mettre fin à cette hypocrisie. Le troisième point qui fait que votre mobilisation elle est d'intérêt général, c'est que votre secteur, il concerne majoritairement des femmes. Ce sont plus de 80% des femmes qui travaillent et c'est pas pour rien que les salaires ils sont si faibles. Les salaires sont faibles parce que les métiers sont féminisés et parce qu'on se permet de dire que le soin et le lien, bah, ça serait naturel, génétique. Hein. Quand on est femme, on est patiente, organisée, à l'écoute, calme, etc., etc. Non, chers amis, chers messieurs, ça s'apprend. Donc vous aussi, vous pouvez l'apprendre. Et c'est donc une qualification qui doit se rémunérer. Aujourd'hui, quand on regarde un niveau de qualification équivalent, les métiers féminisés sont moins bien payés, et notamment dans le secteur de la santé. Et donc quand le gouvernement nous dit « l'égalité femmes-hommes, c'est ma grande cause nationale », et qu'il laisse le secteur du soin et du lien en grande difficulté, eh bien il est le premier responsable de cette inégalité femmes-hommes, et pour agir, il a un levier entre ses mains, c'est revaloriser les carrières et les métiers féminisés. Alors aujourd'hui, alors que nous sommes mobilisés devant l'hôpital Beaujon, le gouvernement présente son projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est important parce que c'est avec cet outil-là qu'il pourrait régler tous les problèmes qu'on dénonce aujourd'hui. Sauf que le gouvernement n'a toujours pas compris. Au lieu de supprimer les 80 milliards d'exonération de cotisations sociales qui profitent chaque année aux entreprises sans contrepartie, il a décidé d'aller se servir dans les caisses de l'assurance chômage et dans les caisses des retraites complémentaires du privé, l'Agirc-Arrco, pour aller financer ces politiques et donc comme ça nous imposer, nous acteurs sociaux, nous organisations syndicales, de baisser les pensions des salariés du privé et de baisser les allocations chômage puisqu'il est en train de vider nos caisses. Au lieu de remettre en cause la T2A qui asphyxie les hôpitaux et notamment l'hôpital des Bluets et la maternité des Bluets que la CGT a fondée en 1938 sur la dynamique de 36, la maternité des Bluets qui a créé les méthodes d'accouchement dits sans douleur, je précise dits sans douleur parce qu'il y a toujours quand même une grosse douleur, mais qui a aidé à mieux écouter les femmes et à partir de leurs besoins physiologiques. Et donc la maternité des Bluets, nous lançons une lettre ouverte au ministre de la Santé parce qu'elle est asphyxiée par ces politiques budgétaires qui font qu'aujourd'hui, il vaut mieux multiplier les césariennes que de faire des accouchements par voie basse. Or, la maternité des Bluets, c'est l'établissement d'Île-de-France qui fait le moins de césariennes. Donc forcément, elle est en grande difficulté financière. Et c'est pour ça qu'il faut mettre fin à la T2A pour pouvoir permettre de bien travailler et de mettre au centre la prise en charge des personnes au lieu de la multiplication d'actes et du dégagement de valeur. Au lieu de s'interroger sur l'explosion des arrêts maladie, et alors dans votre secteur, je pense qu'on peut bien en parler, explosion des arrêts maladie qui vient pas de nulle part, qui vient de la dégradation des conditions de travail, de la maltraitance institutionnelle, du recul de la démocratie aussi sur les lieux de travail et du fait qu'on ne soit pas entendu. Donc au lieu de s'interroger et de répondre à ces causes profondes, le gouvernement a décidé de casser le thermomètre et tout simplement de fliquer les médecins pour qu'ils ne puissent plus prescrire des arrêts maladie et magnifique innovation, de permettre aux patrons de payer des médecins pour contrôler nos médecins et pour faire annuler les arrêts maladie. C'est fort, hein, quand même. Alors, ce que la CGT, elle veut, ce qu'elle demande aujourd'hui et ce qu'elle demandera encore demain, c'est un grand plan d'urgence pour l'hôpital et pour les EHPAD publics. Un grand plan d'urgence avec d'abord l'annulation de la dette des hôpitaux. Parce que Mireille l'a dit, les hôpitaux sont asphyxiés par une dette qui leur a été transférée et qui sont dans l'incapacité de prendre en charge et par contre pour laquelle ils payent des intérêts qui les empêchent de faire les investissements nécessaires. Un grand plan d'urgence pour nos hôpitaux et pour nos EHPAD pour dégager l'argent nécessaire pour qu'ils puissent tourner. Et donc pour les hôpitaux, cet argent nécessaire, ça serait au moins 5 milliards d'euros pour 2024 pour permettre aux hôpitaux de redresser la tête. Et puis un grand plan d'urgence pour mettre en place un système de pré-recrutement, comme l'a dit Mireille,
On manque de soignantes et de soignants parce que c'est de plus en plus difficile de faire des études de santé et il faut pouvoir se les payer. Et donc si on met en place un système de pré-recrutement et qu'on paye les étudiantes et les étudiants pour faire leurs études de santé avec évidemment un engagement derrière à travailler dans le secteur de la santé, tout bien c'est pas compliqué, si on fait des études de santé, c'est bien pour continuer à travailler dans la santé, et bien là, on ne peinera pas à trouver des candidates et des candidats et comme ça on pourra avoir un plan pluriannuel de recrutement. Alors, aujourd'hui vous faites cette mobilisation, il va y en avoir de très nombreuses autres parce que malheureusement les restructurations, les fermetures, elles se multiplient et que la combativité elle est bien là. Mais moi je vous donne rendez-vous le 13 octobre prochain. Le 13 octobre, donc, les syndicats français sont unis et continuent à être unis depuis 8 mois et depuis la bataille historique que nous avons menée contre la réforme des retraites. Donc le 13 octobre on sera dans la rue pour continuer à dénoncer cette réforme scandaleuse. Voilà, on sera là. Et puis le 13 octobre, on sera là pour exiger des augmentations de salaire et l'égalité femmes-hommes. Et je pense que ici, ça vous parle clairement. Et le 13 octobre, on sera là pour exiger des financements à la hauteur pour nos services publics et notamment nos hôpitaux. On va travailler avec la Fédération de la Santé pour que le matin, on puisse rendre visible une mobilisation dans les hôpitaux pour que la situation dans les hôpitaux, elle soit au cœur de la journée du 13 octobre. Alors vraiment, camarades, soyons fiers. Soyons fiers de nos luttes. Soyez fiers de votre travail parce que votre travail, il est central pour la société. C'est le travail de la dignité qui dit aussi tout le lien social de notre société et c'est votre travail qui fait votre force et notre richesse parce que votre travail fait que vous êtes parmi les plus populaires et c'est ça qui fait votre force et il faut le savoir parce que parfois les luttes, ça fait tellement longtemps que vous êtes en lutte. Ça fait tellement longtemps que vous avez aussi l'impression de crier dans le désert que c'est dur. Mais sachez que la population, elle est derrière vous. Elle est derrière vous et elle est de plus en plus lucide. C'est pas pour rien que dans toutes les mobilisations, la population, massivement, elle vient, que ça soit à Carhaix, à Beaujon ou ailleurs. Et on va faire en sorte d'amplifier ce soutien populaire. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement sera bien obligé de vous entendre, de nous entendre et de lâcher. Alors, toutes et tous ensemble, camarades. On est là, même si Macron ne veut pas, on est là. Pour l'honneur de la santé et de l'action sociale, même si Macron ne veut pas, vous êtes là. Et je remercie toute cette présence, déjà notre secrétaire générale Sophie Binet qui est là pour soutenir le secteur de la santé et de l'action sociale. Je vous demande vraiment de lui faire honneur et de l'applaudir parce que ça c'est hyper important. Voilà. Aussi notre secrétaire fédéral de la santé et de l'action sociale Mireille Stivala. Ainsi les élus aussi qui portent nos revendications et notre souffrance à travers l'hémicycle, l'Assemblée nationale et je remercie tous les partis politiques qui sont là. Voilà, donc je vais parvenir sur ce qui se passe, sur la sinistralité qu'il y a sur le secteur de la santé et de l'action sociale. Vous avez entendu mes camarades qui ont parlé des hôpitaux, de la destruction du service public qui nous met à mal. Oui, on est dans un département du 92, l'un des secteurs de département le plus riche de France et nous sommes dans une grande souffrance, que ce soit dans les hospitaliers, mais aussi des personnels des EHPAD qui sont là. Vous êtes là? Oui, ils sont là. Ils sont là parce qu'ils en ont marre, parce qu'aujourd'hui, s'ils sont là, ils expriment leur souffrance au quotidien et aussi la défaillance qu'il y a auprès des usagers, nos aînés. Oui, mais évidemment, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais je vais vous donner des éléments qui vont quand même aussi porter écoute à toute l'Assemblée et aux politiques qui sont derrière, qui sont cachés derrière un mur et qui savent ce qui se passe. Et cette grande souffrance qu'on a au quotidien, on en a marre. Voilà ce qui se passe dans le département. Nous avons 120 EHPAD privés lucratifs, l'un des tarifs d'hébergement le plus élevé de France, vous le savez tous. Et la destruction du service public, elle n'est pas anodine. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui. C'est vraiment engraisser les actionnaires et diminuer le service public. Et quelque part, il y a une conséquence parce qu'il y a les
les usagers. Oui, nous, aujourd'hui, on a du mal à se faire soigner parce que toute cette privée lucrative, il n'y a pas que dans les EHPAD, il y a aussi des centres de radiologie, des centres de radiologie, d'autres structures à tarifs qui sont non conventionnés, qui nous mettent à mal parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se soigner. Voilà, moi, personnellement, j'ai payé 110 € une gynécologue parce que j'avais mal au ventre. Je suis désolée, mais c'est terrible parce que si j'avais pas ces 110 €, eh ben, j'aurais pas pu soigner. Et malheureusement, en conséquence, ça aussi amène aussi des difficultés de ma vie au quotidien, comme beaucoup de milliers de personnels qui travaillent dans la précarité, dans le secteur médico-social, dans les EHPAD et qui sont sous-payés. Aujourd'hui, ce gouvernement, il annonce des grandes primes, les primes Macron, la prime du pouvoir d'achat. Eh ben, c'est du foutaise parce que la majorité n'y aura pas le droit. La majorité n'aura pas le droit. Et pourquoi? Et je vais vous donner quelques précisions. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en avant, parce que toutes les luttes qu'il y a eu dans les EHPAD, la catégorie B, une reconnaissance d'un bac+1 et une petite revalorisation de salaire. J'ai augmenté de 4 €. Bon, voilà. Donc, il faut savoir que, pas pour toutes, parce qu'aujourd'hui, 50% des contractuels qui sont sur le département, dans le service public, dans les EHPAD, eh ben, ils ne sont pas reconnus en catégorie B. Donc, il y a une division. Aujourd'hui, ce gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? C'est une division. On est tous divisés et c'est ça qui met à mal. Et quelque part aussi, c'est aussi les usagers, nos aînés qui sont mal soignés. À cause de qui? À cause des pouvoirs politiques. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met à mal? C'est les soignants, ils sont maltraitants. Et oui, ils sont maltraitants. Aujourd'hui, c'est ça. C'est nous, on n'a pas le posture de soignants, on est incompétents. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une enquête qui vient de relever là, sur le département, 80% des demandes de formation étaient refusées. Et encore pire, les formations obligatoires comme les soins d'urgence et l'incendie, 50% ne sont pas aussi formés. Ce qui met en danger les salariés, les personnels, parce qu'on parle du public et du privé, mais aussi les usagers. Et sur l'incendie aussi, 30% l'enquête relève. Je vous invite à la regarder. Et ça, c'est pas la CGT, c'est pas des militants, c'est la parole des soignants, des personnels, des EHPAD qui se sont exprimés et qui ont donné la vérité. Aujourd'hui, le gouvernement doit voir cette fatalité, cette sinistralité, ce désastre, cette souffrance. Au lieu de mettre dans sa coche PLFSS, oui, il veut mettre des contrôles, parce qu'il y a des arrêts de complaisance. Non, non, monsieur le gouvernement, parce qu'ils sont plusieurs. Hein. Donc... Ils sont plusieurs, parce qu'aujourd'hui, et moi je vous l'assure, femmes de terrain, les personnels sont cassés physiquement, mentalement, par le port de charge, physiquement, mentalement, par la pression de cadence de travail infernale. Aujourd'hui, on a des aides-soignantes qui se retrouvent 2 pour 40 résidents, et ça c'est pas du baratin, c'est la réalité. Alors simplement, moi je voudrais vous dire que ce qui a été décrit tout à l'heure, c'est encore plus grave que ce qu'on croit. Parce que le ministre de la Santé actuel, M. Rousseau, qui était directeur général de l'Agence nationale de santé, c'est lui qui est responsable aujourd'hui de la dégradation du service public et de toutes ces opérations de restructuration. C'est lui qui les a validées. Et il les valide, pourquoi? Pour ouvrir la porte au privé lucratif. Je vais vous donner un exemple. L'hôpital de Dourdan. À Dourdan, un hôpital en difficulté, le directeur de l'hôpital demande l'implantation d'une IRM qui n'existe pas au sein de l'hôpital. Pression du maire macroniste avec ses amis médecins radiologues libéraux de ville. Il demande à ce que l'hôpital retire sa demande d'IRM pour en faire eux-mêmes une autre, pour installer une IRM privée en ville. Mais une IRM, ça coûte cher. Donc ces radiologues libéraux, ils n'ont pas l'argent. Donc ils vont chercher un financeur. Qui est ce financeur? Le groupe Ramsay Général de Santé, c'est-à-dire le premier groupe de cliniques en France. Et ils n'ont pas les locaux. Ils n'ont pas les locaux, mais il n'y a pas de problème. Le maire, avec son ami président du département, il trouve des locaux départementaux vides qu'ils peuvent leur céder. Et donc le résultat, c'est que cette IRM va ouvrir dans quelques mois. Et bien les patients hospitalisés, il faudra prendre une ambulance pour les emmener dans le centre de radiologie privée en ville. Alors pour ceux de l'hôpital, ils disent qu'il n'y aura pas de dépassement d'honoraires. Mais pour les autres, ça sera effectivement, comme c'était dit,
la carte vitale et la carte bleue. Ici, sur ce territoire, moi je suis médecin d'assistance publique et donc j'ai des collègues qui ont quitté cet hôpital parce qu'ils n'avaient pas les moyens de travailler correctement pour aller travailler dans la super clinique qui a été autorisée par ce même monsieur Rousseau, pas très loin d'ici, à Neuilly. Il y avait 3 cliniques à Neuilly qui étaient dans des locaux qui avaient vieilli. Donc, ils avaient besoin de se restructurer. Pas de problème, ils ont trouvé des terrains. C'est l'ancien siège de Thalès qui était disponible. Donc, pas de problème, le maire a facilité, vous savez, ça s'appelle le plan local d'urbanisme. Donc, ils se sont construits une super clinique autorisée par l'ARS, qui concurrence directement les hôpitaux de l'assistance publique. 400 lits, 30 blocs opératoires. Mais si vous voulez être opéré dans cette clinique ou hospitalisé dans cette clinique, eh bien, il faut plus que la carte bleue. Il faut un compte en banque très bien rempli. Voilà ce à quoi on nous mène aujourd'hui. Et ça a des conséquences sur la santé de la population. On en a parlé. Mort d'une petite fille à Carhaix. Mort d'un touriste allemand à Saint-Tropez parce que les urgences étaient fermées. Donc, on est face à effectivement des morts qu'on appelle uniquement des morts évitables. Et alors, je ne vais pas être trop long, mais juste pour vous dire qu'on se dirige vers le même système qu'aux États-Unis. C'est le modèle de M. Macron. L'an dernier, l'INSEE nous a annoncé que nous avions eu une surmortalité de 58 000 personnes. Une surmortalité inattendue. C'est pas le Covid, c'est fini. C'est sûrement multifactoriel, mais une des raisons, c'est les difficultés qu'ont les gens pour se faire soigner. Retard au diagnostic des cancers, retard à la prise en charge des pathologies cardiaques. Et bien ça entraîne une surmortalité, en particulier pour les plus anciens qui ont cotisé toute leur vie et qui aujourd'hui n'ont plus de médecin traitant. 700 000 personnes qui ont une maladie chronique qui n'ont plus de médecin traitant. Ben, quand vous n'avez plus de médecin traitant, moi je travaille dans un SAMU, vous avez des gens qui appellent. Ils appellent et on leur dit mais pourquoi vous n'avez pas vu de médecin? Ben j'ai plus de médecin traitant, j'ai essayé d'en trouver un, j'en ai pas trouvé. Et comme ils ne veulent pas déranger, ils attendent pour appeler. Ils appellent trop tard, ils ont déjà des pathologies qui ont évolué, et bien ça entraîne une surmortalité. Donc il faut être clair, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais comme on le disait, la santé ne peut pas être une marchandise, l'hôpital n'est pas une entreprise, et monsieur Macron, le capitalisme tue. Et vous êtes un des premiers responsables. Il faut que ça se termine. Et pour ça, nous les soignants, nous ne sommes pas assez nombreux. Il faut une révolte populaire pour qu'on ait un vrai système de santé publique financé intégralement par la sécurité sociale. Et comme le disait Sophie Millet, et que ça soit relayé par les politiques à l'Assemblée nationale lors du débat sur la loi de financement de la sécurité sociale, exclusion de toutes les activités marchandes du secteur de la santé. Plus 1 euro de la sécurité sociale quand on est du secteur privé à but lucratif. Et si on faisait un référendum sur cette question, je pense qu'on gagnerait le référendum. Et là, il n'y a pas de conseil constitutionnel ou d'Europe qui compte. Et c'est à nous de décider. La santé, c'est à nous, c'est notre bien le plus précieux. Il faut le défendre. Et il faudra qu'on multiplie ces rassemblements et ces initiatives dans les mois qui viennent pour qu'on fasse comprendre au gouvernement que ça suffit. Et d'ailleurs, ce gouvernement, il est très isolé, puisque, avec mon camarade, nous siégeons tous les deux au conseil régional, et le conseil régional, la droite, Madame Pécresse, sous la pression de ses collègues souvent élus locaux, eh bien, ils sont sous la pression des citoyens, de la population. Ils ont proposé de voter contre le plan régional de santé. Et donc, on avait, pour défendre le gouvernement, notre collègue conseiller régional, mais aussi ministre, Amélie de Montchalin, qui était en grande difficulté, parce qu'on leur a dit on ne veut pas de ce plan régional de santé, et dans le plan régional de santé, eh bien, il y a la fermeture de Bichat-Beaujon et de l'hôpital Nord. Donc il faudra qu'on se batte tous ensemble, et je pense que au niveau politique, aujourd'hui, il y a des possibilités. Ça monte très fort, on peut avoir des alliances bien au-delà de ce qu'on peut croire sur ces questions-là. En tout cas, nous, on poussera. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on s'appuie effectivement sur une enquête publique. C'est ça la démocratie, une enquête publique. Et l'enquête publique, c'est 93% de la population de Saint-Ouen qui dit on ne veut pas cet hôpital là où il veut l'implanter. Voilà. S'il faut un nouvel hôpital dans le nord-est parisien, pourquoi pas?
qu'on en fasse ça à Saint-Ouen ou ailleurs. En plus, on en a besoin. Moi, je travaille en Seine-Saint-Denis. On manque de lits, on manque d'hôpitaux en Seine-Saint-Denis. Mais on a besoin de rénover ces hôpitaux, Bichat et Beaujon, parce que arrêtons de construire des méga-hôpitaux qui sont des usines à soins, qui ne correspondent ni à ce dont ont besoin les patients, ni à la manière dont veulent travailler les personnels. L'exemple de l'hôpital Georges Pompidou est là pour nous montrer qu'il ne faut pas recommencer 20 ans après, 30 ans après l'opération Georges Pompidou. Merci à vous. Merci Christophe.